يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci de nous rejoindre sur Al24 News et bienvenue au Pro de l'écho. Le secteur bancaire et boursier ainsi que son essor sont à l'honneur ce soir à la faveur de deux événements phares qui ont marqué l'actualité de la finance en Algérie ces derniers jours. D'abord, la banque publique turque Ziraat Bankassi qui pousse les portes du marché bancaire algérien pour s'y implanter. Il s'agit de la plus importante banque publique en Turquie. L'Algérie devient ainsi le deuxième pays africain à accueillir cette institution créée en 1863. L'autre thème de la soirée concerne l'introduction à la bourse d'Alger de la BDL, Banque de développement local, dans le sillage du CPA, Crédit populaire algérien. Les actions mises en vente représentent 30% du capital de la BDL. Nous analyserons tout cela avec nos invités durant près d'une heure. Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors pour mener ce débat ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Idir Sessi, expert en économie et en finance. Bonsoir Monsieur Sessi, merci d'être sur le plateau des pros de l'écho encore une fois. Bonsoir et merci pour l'invitation. À vos côtés se tient Selmen Swidi, directeur des études à la COSOB. Bonsoir Monsieur Swidi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonsoir et merci à vous. Et depuis Istanbul, capitale économique de la Turquie, nous rejoindra Zeki Güvercin, président du Forum international turc de l'investissement et de l'éducation. Bonsoir Monsieur Güvercin, merci également d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors sans plus tarder, commençons le débat avec vous. Idir Sessi, alors la plus grande banque publique turque qui s'installe en Algérie, qu'est-ce que cela vous évoque-t-il ? Alors ça m'évoque depuis les derniers changements réglementaires depuis 2022 à peu près. Donc il y a eu une révision de la loi sur la monnaie et le crédit. Donc il y avait beaucoup d'attentes. Et donc c'est une très très bonne nouvelle parce que ça reste une banque, une très ancienne banque, et puis surtout qu'elle est spécialisée, Ziraat Bankassi, elle est spécialisée dans un domaine dans lequel des solutions pour le financement sont attendues. Il y a eu des annonces dans la loi pour la création de fonds spécialisés, donc c'est une bonne nouvelle. Après, au-delà des relations entre les deux pays... Vous faites allusion au secteur de l'agriculture. Exactement. Et des PME aussi. Exactement. Donc, au-delà des relations, qui très certainement, il y a un renforcement des relations entre les deux pays via ce nouveau investissement qui est une bonne nouvelle. Moi, personnellement, en tant qu'observateur, et surtout du secteur bancaire, nous espérons, et puis on va en débattre peut-être tout à l'heure, le choix de partenariat. Qu'est-ce que cela va nous apporter et qu'est-ce que les attentes des uns et des autres que j'espère qu'elles vont se réaliser pour le secteur bancaire. Selma Swidi, votre avis sur la question, qu'est-ce que cela vous évoque-t-il? Peut-être qu'une banque, première banque publique quand même en Turquie, vienne s'installer en Algérie. Ça dénote déjà de l'attractivité du marché algérien et surtout le marché des services. Aujourd'hui, le marché bancaire est en pleine expansion. Moi, j'ai remarqué aussi qu'il y a une demande de plus en plus importante sur les services bancaires. Donc, à partir de là, une banque turque, ça va encore consolider tout ce qui a été capitalisé par les banques algériennes. Et ça va aussi ouvrir pas mal d'horizons aux investisseurs. Ils auront une autre alternative, et surtout dans le domaine agricole. Zeki Güvercin, la Ziraat Bankassi est une banque plutôt méconnue, peut-être du grand public en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous établir en quelque sorte son profil? Bonsoir. Bon, je voulais d'abord peut-être en introduction, parce que c'est un jour assez particulier aujourd'hui en Turquie,
c'est le 2e anniversaire du grand tremblement de terre du 6 février 2023. Exactement. Où il y avait eu plus de 50 000 morts. Les 6 plus grandes villes du sud de la Turquie avaient été touchées. Et l'Algérie s'était illustrée puisque c'était le premier soutien africain. On avait reçu énormément de 86 secouristes algériens qui étaient en Turquie avec des bénévoles. Et plus de 100 tonnes d'aide humanitaire avaient été affrétées par le gouvernement algérien. Et d'ailleurs, ça avait donné lieu à des scènes assez intéressantes, puisque après 160 heures, les secouristes algériens avaient secouru des enfants. Donc je pensais que en introduction, c'était bien de noter que c'est quand même une journée particulière pour la Turquie et pour l'Algérie, puisque dans cet événement, vraiment l'Algérie était exemplaire. Un grand merci. Merci à vous. Et donc, concernant la Ziraat Bankası, donc il faut savoir c'est une banque très ancienne en Turquie, qui a plus de 100 ans et surtout qui a été, en termes de capitalisation bancaire, à plus de 175 milliards de dollars. Donc c'est une banque qui est très importante, qui a près de 1300 guichets, donc une banque incontournable. Et comme il a été dit, c'est une banque qui est spécialisée dans l'agriculture historiquement. Qui va, je pense, être très intéressant puisque l'agriculture aussi est au centre des préoccupations en Algérie. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que c'était une demande récurrente depuis très longtemps des entreprises, des 1500 entreprises turques qui sont implantées en Algérie. Oui. Ce qui va donner vraiment un nouvel essor aux relations commerciales puisque le système bancaire les transferts bancaires. Depuis des années, en fait, l'entreprise turque en Algérie avait cette remarque sur le système les modes de paiement, donc le crédit documentaire, en fait, les différentes difficultés qu'il pouvait y avoir. Donc, la présence d'une banque turque va permettre d'augmenter encore le volume d'affaires, puisqu'on a doublé en presque 6 ou 7 ans le volume d'affaires. Et l'objectif des 10 milliards de dollars, qui est très atteignable, sera vraiment permis grâce à cette. C'était le principal souci, le principal frein au développement. En termes financiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous savez, il y a près de 25, 22, 23 milliards de dollars de projets qui ont été réalisés en Algérie, qui sont en cours de réalisation. Au niveau des IDE, donc la Turquie a un très gros investissement. Mais il faut savoir que ça va aussi permettre aux entreprises algériennes d'avoir plus d'actions en Turquie même, puisque la Ziraat Bankası développe aussi une forme de bancarisation sans intérêt qui s'appelle Ziraat Katılım, qui est une filiale de Ziraat Bankası et qui va également pouvoir, je pense, émettre des actions, des obligations islamiques donc ça va vraiment. Suivant le modèle de la finance islamique en Algérie. Oui. Voilà, c'est une Ziraat Bankası fait 2 structures. Une structure qui est la structure principale historique et Ziraat Katılım qui est une filiale en fait qui travaille selon le mode de finance islamique. Bon, c'est peut-être un détail, mais en ce qui concerne le marché algérien, et je pense que ce sera quelque chose d'essentiel. Bon, l'autre point à noter, c'est que si on met de côté l'Égypte, c'est vraiment la première fois que les banques turques s'implantent sur le continent africain, et le fait que ça se passe en Algérie démontre, comme votre collègue l'a dit tout à l'heure, que vraiment il y a une volonté de développement des relations à travers cette banque et à travers ce que ça va générer en termes de financement, en termes de développement des modes de paiement. Et ça tombe en même temps en fait que l'ouverture des bureaux de change et la libéralisation du système bancaire via la bourse d'Algérie dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc je pense qu'on est vraiment dans une bonne période. Merci Zeki Güvercin. Place aux chiffres avec vous maintenant, si vous le voulez bien, Idir. Ceci, un premier chiffre va s'afficher à l'écran, qui concerne bien entendu les actifs de la Ziraat Bankası en 2023. Selon le
Dernier bilan financier publié par la banque en 2023. Nous avons le chiffre en 2024, septembre 2024. Il était de 147 milliards de dollars. Bref, en 2023, le chiffre retenu était de 105 milliards de dollars, 147 milliards de dollars à septembre 2024. Qu'est-ce que ce chiffre représente-t-il dans le panorama des banques publiques les plus importantes? Ça représente un grand chiffre et puis ça représente surtout une estimation. Ça veut dire qu'on peut considérer que c'est une premium bank. Une premium bank, c'est quelque chose qui peut beaucoup apporter à un marché en termes de ça veut dire pour les garanties bancaires, pour l'exposition au risque et pour le renforcement de la crédibilité de l'offre financière sur le marché algérien. Donc 105 milliards, c'est pas rien. Il faut rappeler aussi que le marché financier turc, c'est un marché avant-gardiste. Je le dis bien. Alors, avant-gardiste en matière financière, ça comporte beaucoup d'opportunités. Ça veut dire que ça peut nous entraîner vers des opportunités extraordinaires, mais ça veut dire aussi derrière qu'il faut être prêt à recevoir ce genre d'offres en termes de risque. Oui. Avant-gardiste en matière financière, ce n'est pas quelque chose de commun. Exactement, c'est quelque chose qui est très ouvert. Et c'est bien pour un marché algérien bancaire. En tout cas, moi, je le vois positivement. Mais il faut être prêt à recevoir ce genre d'acteurs et d'offres sur le marché financier algérien. Autre chiffre, Idil Sassi, celui des actifs liquides, un indicateur important en ce qui concerne les banques. 20 368 millions de dollars également à 2023. Qu'est-ce que cela également, même question, représente? Alors, c'est dans un pays, rappelons-le, qui a été impacté par certains problèmes. Alors, Istanbul, je disais avant-gardiste, Istanbul, c'est une place, comme on dit, ils ont hot offers. C'est des offres hot. C'est quoi, en fait? Quand vous voyez ces chiffres, ça veut dire qu'il y a des fonds qui placent leur argent là-bas à 40%. Cette banque offre des taux extraordinaires sur le court terme. Et c'est une banque étatique, il faut le rappeler. Donc, on a quelques pays qui offrent ce genre de chiffres extraordinaires. On appelle ça les bullets, etc., pour ne pas rentrer. C'est des places rares qui offrent ce genre de services. Mais c'est des places qui sont souvent garanties par des tierces, États-Unis, Japon, etc., et le pays du Golfe. Mais cette banque-là, qui capte ce genre de capitaux qui viennent de partout, elle est garantie par l'État turc. Et ça fonctionne. Ça veut dire que c'est une place qui est très bien capitalisée. Et ça veut dire que pour nous, on a là l'ouverture vers une plateforme qui peut nous rapporter beaucoup d'argent ici. Selma Souidi, un commentaire peut-être sur ces deux indicateurs financiers en ce qui concerne la banque Ziraat, Banque Asif. Au-delà de l'indicateur, il y a l'expertise aussi. Le secteur bancaire va profiter de cette expertise et de cette capitalisation de 100 ans d'existence. Ça, moi, je crois que c'est très important et ça va orienter vers un domaine que cette banque connaît bien, c'est Ziraat. Donc, l'agriculture, aujourd'hui, mis à part la banque spécialisée, la banque historiquement spécialisée, c'est à savoir la Badr, on n'a pas une banque qui connaît le métier de l'agriculture. Donc, le développement rural peut bénéficier énormément de cette expertise et bien évidemment, c'est à la banque aussi de s'adapter à la réalité algérienne. Très bien. Notre chiffre concerne la part de marché des actifs. Donc, en Turquie, 16,1%. Idil Sassi? C'est une grande banque en Turquie, encore une fois, mais c'est surtout une banque aussi ouverte à l'innovation financière, à l'international. Elle fait de l'agriculture. On disait ici, depuis même plus d'une année, on disait que les secteurs spécialisés, l'aérien, l'agriculture, il leur faut des fonds spécialisés. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de faire des levées de fonds sur le long terme et qui peuvent s'adapter, etc. C'est un exemple. Ça veut dire qu'elle est ancrée localement, puisqu'elle a, c'est l'agriculture, etc. Mais elle est aussi très connectée sur les plateformes internationales. Et c'est un secteur financier en général, Istanbul, et puis cette banque, qui capte les capitaux étrangers parce qu'ils arrivent à faire tourner quand même des capitaux importants à des taux importants. Ça a des considérations économiques, etc., mais aussi politiques. Parce que mettre beaucoup de dollars américains autres à Istanbul en ce moment, il faut que ça soit du solide. Merci Idil Sassi pour ces explications. Zeki Güvercin, alors, vous l'avez dit tantôt, l'arrivée de Ziraat, Banque Assi en Algérie, coïncide avec de nouveaux objectifs en matière de coopération économique entre l'Algérie et la Turquie. Concrètement, en ce qui concerne le secteur financier,
comment cette coopération pourrait-elle se mettre en marche si l'on considère ces années d'expérience et d'expertise en la matière en ce qui concerne la Ziraat Banque Bank? Bon, là, je pense qu'on peut prendre des exemples existants, puisque la Ziraat Banque actuellement est déjà dans 18 pays. Des pays assez différents d'ailleurs. Bon, historiquement, bien sûr. Alors, avec l'Algérie et l'Égypte, on arrive à 20 pays, Zeki Guverchil. Voilà. Donc, historiquement, bon, l'Allemagne, bien sûr, où il y a énormément de bureaux, mais il faut voir les liens historiques de la Turquie avec le monde turcophone, donc l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, etc. Donc, et le Kazakhstan, où la banque a travaillé énormément, et les Balkans, notamment le Kosovo et puis bon, la Géorgie. Donc, dans ces pays-là, on a remarqué que la manière dont cette banque travaillait et permettait justement le développement des relations, c'est comme il a été dit, bien sûr, sur les projets agricoles en Asie centrale, etc. C'est des modes de financement donc, qui sont essentiellement destinés aux jeunes agriculteurs, à l'achat de machines, à les équipements agricoles en tout genre, de machines de traitement des fruits, etc. Donc c'est une expertise qui est là pour accompagner en fait le monde agricole dans ces différentes démarches, avec des modèles qui permettent d'axer sur le développement de la production, sur la productivité, depuis quelques années sur le développement durable en agriculture. Donc ça, je pense qu'en Algérie, ça va permettre de financer de nouveaux projets agricoles. Ça va permettre également d'apporter cette expertise, puisque notamment on a vu au Kosovo et en Géorgie, donc beaucoup de projets agricoles ont été accompagnés. Mais c'est une banque qui n'est pas seulement agricole, donc ça va permettre notamment aux entreprises en Algérie de construction ou d'infrastructures, notamment, de pouvoir faire leur transfert pour l'ensemble des opérations qui sont déjà effectuées actuellement, c'est-à-dire les transferts de machines, les transferts, ne serait-ce que pour le transfert de salaire, par exemple, puisqu'il y a des dizaines de milliers de salariés, et les banques avaient parfois des difficultés pour faire les transferts, les paiements de salaire, etc. Bon, il faut voir d'un autre côté que il y a, par exemple, le président Tebboune a annoncé il y a quelques jours que les Algériens allaient se soigner dorénavant plus en Turquie. Tout ce qui se passe dans les deux pays, en sens que ce soit les étudiants, les patients au niveau des hôpitaux, que ce soit le tourisme, en fait, tous ces secteurs-là vont être impactés par la facilitation. Parce que dans un deuxième temps, c'est les moyens de paiement qui vont rentrer en ligne. La Ziraat Banque est la première banque en Turquie qui a développé les applications en ligne, depuis les demandes de crédit, le transfert, les virements, enfin tout se fait en ligne via cette banque. L'ouverture de compte en devise, en fait, il y a une très ancienne expertise. Il serait intéressant que ces services, en fait, puissent mettre en place également tous ces services online via un portail, puisque la banque est implantée dans les deux pays. Si la facilitation, en fait, si vous êtes un touriste qui va se rendre ne serait-ce que pour régler un hôtel, puisque vous savez qu'actuellement on a souvent nos amis qui nous appellent pour dire voilà, j'ai réservé tel hôtel, je veux faire un transfert, etc. Donc là maintenant, je pense que ça sera de nature vraiment à faciliter l'ensemble des transactions professionnelles et personnelles et familiales. Puisque hier j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le consulat ici algérien, donc le nombre d'Algériens à Istanbul a presque triplé dans les dernières années. Donc il y a vraiment une grande activité dans les deux sens, et ça ouvrira peut-être la porte, puisque vous savez qu'on est en négociation pour un accord de libre-échange entre les deux pays. Donc je crois qu'on est en bonne voie avec la mise en place de moyens bancaires, financiers, d'institutions si prestigieuses et importantes. On va vers peut-être un accord de libre-échange qui, du coup, là, permettra vraiment de passer à un autre vitesse supérieure.
Merci Zeki Güvercin, restez avec nous bien entendu. Idil Sassi, alors j'aimerais revenir à la stratégie de Ziraat Bank dans le secteur agricole, qu'elle considère comme un domaine prioritaire tout de même. Cette stratégie, elle est de financer l'écosystème agricole. Elle repose sur 4 axes principaux: orientation vers la solution, communication forte, financement durable et financement accessible. Est-ce que le financement du secteur agricole algérien, qu'elle vise prioritairement? Si oui, pourquoi? Alors oui, on a tous vu les chiffres de l'agriculture en Algérie, le potentiel qu'il y a. Alors on parle d'un secteur qui est très intéressant pour les investisseurs, c'est-à-dire le secteur bancaire qui présente déjà des indicateurs intéressants pour l'investissement en Algérie, mais aussi à la partie, le secteur cible qui est en l'occurrence l'agriculture. Alors M. Zeki parlait tout à l'heure de l'amélioration des transferts pour les clients potentiels de cette banque en Algérie, c'est-à-dire les entreprises turques. Mais à mon avis, donc, vu les objectifs de l'État algérien et puis le potentiel de cette banque, parce qu'au fait, pour simplifier les choses, à mon avis, il ne s'agit pas d'acheter une marque. On peut acheter la meilleure marque de voiture, la ramener ici. Mais qu'est-ce que nous attendons de cette marque? On ramène une banque dans notre marché, elle va nous ouvrir le networking, c'est-à-dire ramener d'autres investisseurs dans leur portefeuille pour s'installer en Algérie, nous ramener des solutions de financement, on parle de l'agriculture notamment, parce que c'est du long terme, c'est spécialisé, et puis ramener de la concurrence. Nous avons une banque dans l'agriculture, ça va ramener de la compétition. Et puis, les autorités vont réfléchir. Vis-à-vis des autres banques étrangères installées en Algérie Exactement. depuis des années. Donc, nous avons eu des solutions actuellement, c'est que le Trésor public finance des taux pour, etc. Bon, il est temps peut-être de revoir tout ça. Donc, faire jouer la compétition, donc c'est une bonne chose. Donc, via cette marque, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Et puis sur le plan humain, il parlait des solutions techniques. Effectivement, moi j'ai participé à l'installation de quelques banques anglo-saxonnes en Algérie et on a tout fait pour qu'il y ait un hub North Africa en Algérie. C'est-à-dire on avait des Algériens qui sont devenus des managers dans des groupes, qui sont devenus responsables de l'Afrique du Nord, etc. On parle des banques aujourd'hui, mais on peut parler d'autres secteurs réglementés, comme le pharma, etc. Nous sommes le plus grand marché en Afrique du Nord. Donc, pourquoi pas domicilier des solutions techniques et autres pour demain, nous aurons une main-d'œuvre qualifiée qui est dans l'international, et ça soit leur plateforme, le hub, ça sera l'Algérie. Donc, il s'agit de ramener ce potentiel. Bien sûr, il y a la régulation derrière qui doit jouer le jeu aussi, parce que, comme vous dites, nous avons les multinationales en Algérie, mais il faut leur permettre cette innovation financière. Donc, il faut jouer le jeu, autant que régulateur, suivre de près et savoir exactement ce qui se fait, parce que nous sommes sur, je disais, l'avant-garde. C'est très loin des standards. Ils sont vraiment à la pointe de beaucoup de choses. Donc, ça apporte du sang frais, très certainement. Mais en termes, au moment où les ambitions en Algérie sont sérieusement revues à la hausse. Exactement. Ça va nous apporter des solutions, très certainement. Mais il faut être exigeant sur les attentes, c'est-à-dire apporter réellement de la solution pratique pour le business et puis même sur le plan humain et autres pour que ça sera la réussite pour les deux parties. Grosso modo, de la valeur ajoutée au secteur bancaire et financier. Zeki Güvercin, alors en s'implantant en Algérie, Ziraat cible principalement, vous avez parlé de 1500 entreprises turques déjà actives sur le marché. Nous avons notre chiffre, celui de 1700 entreprises turques. Elle prévoit de proposer des solutions financières, Idil Sassi vient d'en parler, adaptées à leurs besoins. Mais est-ce selon vous la bonne stratégie à adopter aujourd'hui, ou bien faut-il que la banque étende sa stratégie au financement des entreprises algériennes? Bon, bien évidemment, Ziraat Bankası étant une banque turque, on pense aux entreprises. Les entreprises turques travaillent déjà en Turquie, en fait, avec Ziraat Bankası. Donc, ça va être une continuité pour eux. Ça, c'est la principale chose à laquelle on pense d'emblée. Mais, comme vous l'avez dit et comme votre interlocuteur vient de le dire, c'est-à-dire que le savoir-faire, par exemple dans le domaine agricole, on sait qu'aujourd'hui dans le sud de l'Algérie, il y a plusieurs grands projets agricoles turcs qui fonctionnent très bien, qui exportent. Donc, et ces projets sont souvent des projets associés soit à l'État algérien, soit à des partenaires privés algériens. Donc, bien évidemment, dans un second temps,
C'est pour ça que je parlais même des particuliers, c'est-à-dire que ça va, je pense, toucher l'ensemble du marché, à commencer par le milieu agricole, les entreprises. Quand j'ai parlé des 18 pays où la banque est déjà présente, ça va permettre aux entreprises algériennes d'avoir un accès également à ces 18 pays, puisque l'objectif de l'économie algérienne également est de s'ouvrir au monde via des participations, via de l'actionnariat, via des projets internationaux, notamment dans le domaine de l'énergie. Et bien évidemment, cette banque aura pour vocation de travailler sur le marché. Maintenant, 22 janvier, c'est l'ouverture, donc là on est au début vraiment. Et je pense que les premiers pas vont être scrutés, qu'il y aura une phase d'observation, que les entreprises algériennes vont commencer également à s'intéresser à Ziraat Bancasse, à échanger. Mais on ne peut pas voir ça indépendamment pour ça que je parlais de libre-échange et des différentes actions que nous avons entre les deux pays. Ça s'inscrit en fait dans une dynamique globale, c'est-à-dire que les projets agriculture, les projets de construction, les 1500 entreprises qui sont déjà présentes, les échanges touristiques, culturels, économiques qui se développent entre les deux pays. Donc tout ça est un ensemble qui va permettre, moi, ce soir c'est peut-être pour l'instant très tôt, mais pourquoi pas qu'une deuxième banque s'installe également assez rapidement. Enfin, il faut que ça devienne quelque chose qui soit presque naturel et qui permette de travailler. Tout à l'heure, donc, votre interlocuteur a parlé notamment de Ziraat Bancasse, des taux d'intérêt très élevés actuellement. Il faut savoir qu'il y a un afflux de capitaux internationaux très important en short terme actuellement, avec des rendements assez énormes. Donc tout ça, en fait, c'est des mécanismes et des modèles qui vont se mettre en place, même si le modèle économique turc est très particulier, comme il a été dit encore une fois. C'est que c'est une économie très ouverte, donc où les flux de capitaux, l'ouverture, c'est pour ça que je parlais de l'ouverture d'un compte en devise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un téléphone portable, si vous avez un compte Ziraat Bancasse en Turquie, vous pouvez ouvrir un compte en yens, en dollars, en euros, en quelques minutes en fait, et faire les transferts. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on regarde ensemble. Et la banque en fait en Algérie aujourd'hui, parce que il y a des experts qui connaissent beaucoup mieux la chose que moi sur le plateau. Aujourd'hui, le modèle bancaire algérien, la relation que les entreprises algériennes ont aux banques est très différent par rapport à la Turquie. Oui, mais c'est un modèle en mutation, justement, Zeki Güvercin, et c'est ça peut-être le plus intéressant. Je rappelle par exemple que le mobile payment a été adopté il y a de cela quelques temps. Est-ce que cela, justement, va permettre de dynamiser cette relation naissante financière, bancaire entre les deux pays? Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en fait, c'est vraiment, ça tombe à un moment intéressant, puisque c'est un moment où les nouveaux outils sont mis en place. Je parlais du bureau de change, des différentes, des paiements en carte bancaire, etc. Donc là, l'intérêt, c'est qu'en fait, il faut savoir que la Turquie s'est digitalisée au niveau bancaire avant l'Union européenne. C'est-à-dire que les choses sont allées beaucoup plus vite en Turquie au niveau de la digitalisation, hein, donc des banques, que bon, ça tient aussi au fait qu'il y a beaucoup plus de lourdeur juridique en Europe, etc. Mais le fait est que en Turquie, par exemple, depuis à peu près 20 ans, on ne s'arrête pas à un péage, tout ça passe par la banque et tout est automatisé. C'est-à-dire que c'est bien d'arriver l'année dernière en Union européenne. Donc, on a une tradition de digitalisation au niveau bancaire, financier, qui est assez ancienne. Donc, toute cette expertise et puis ce mode de fonctionnement va bien sûr être très intéressant à appliquer en Algérie. Mais ce que je rappelais simplement, c'est qu'on est sur un modèle qui est assez différent et qui va demander justement une phase d'observation et peut-être, par exemple, pour les cartes des Ziraat Bancasse en Turquie, une gamme très variée de cartes de crédit, au sens où vraiment c'est du crédit bancaire via les cartes et c'est très très répandu. Zeki Güvercin, permettez-moi de vous couper parce qu'il est
Temps peut-être de marquer une courte pause avant de revenir au débat sur les pros de l'écho. De retour sur le plateau des pros de l'écho, madame, monsieur, si vous venez de nous rejoindre, nous parlons ce soir du marché bancaire, financier et boursier en Algérie à la faveur de deux événements phares qui ont marqué l'actualité de ce secteur ces derniers jours. Il s'agit de l'implantation en Algérie de la banque Ziraat, banque Assi, banque turque, et également du mouvement d'introduction en bourse de banques publiques algériennes qui ouvrent leur capital. Il s'agit de la BDL qui succède à la CPA. Nous parlons de ces deux sujets avec nos invités ce soir. Zeki Guverchin, vous aviez la parole, avant la pause. Nous évoquions justement cet engouement dans le secteur bancaire algérien qui pourrait servir de tremplin à une future coopération entre l'Algérie et la Turquie plus fructueuse en ce qui concerne notamment le secteur bancaire et financier. Oui, absolument. Donc, on parlait des cartes de crédit, en fait, des cartes bancaires qui sont utilisées pour le financement de l'économie, notamment pour les particuliers, mais également pour les entreprises, puisque Ziraat en Turquie propose des modes de financement via carte bancaire pour les entreprises, pour notamment les TPE et les PME à une certaine envergure. Donc ça permet justement de faire en sorte que les entreprises puissent se développer, puissent avoir plus de facilité. Mais ce système des cartes bancaires, le système du paiement en ligne, les différents systèmes qui existent pour les transferts notamment, on est curieux de savoir justement maintenant comment ça va fonctionner entre quelqu'un qui a une application en Turquie et l'application qui sera certainement mise en place par Ziraat en Algérie. Et si on arrive à atteindre ce niveau d'utilisation quasi automatique, ça permettra par la suite, par exemple, pour les autoroutes algériennes, pour l'expérience en Turquie qui existe dans à peu près tous les secteurs où les banques sont directement connectées, sans automatiser en fait, et qui permettent de fluidifier l'accès aux autoroutes. Ça peut être après l'accès à différents services, notamment je pense aux abonnements en ligne. Enfin, il y a plein de choses qui sont faisables. Et pour les entreprises algériennes d'éthique notamment, je pense que Ziraat, ce savoir-faire dans ce domaine, pour les startups, Ziraat aussi est spécialisé dans le financement et le soutien des startups, permettra justement à ces startups d'avoir accès à ce savoir-faire pour le financement des angels, business angels bien sûr, mais pas seulement, et pour tous les projets qui peuvent être apportés dans le domaine technologique, dans le développement de l'intelligence artificielle. Enfin, ça ouvre la porte à pas mal de possibilités, et aussi pour les projets internationaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, concernant encore une fois ces startups, etc., qui vont permettre de peut-être développer de la robotique. Enfin, on peut développer énormément de choses, mais le vecteur, l'outil bancaire peut être là avec ce savoir-faire. Mais encore une fois, la phase de mise en place et la coordination des applications qui existent déjà dans les 20 pays avec l'agence à Alger sera vraiment déterminant. Merci Zeki Guverchin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du Forum international turc de l'investissement et de l'éducation, et à très bientôt dans les pros de l'écho. Idriss Assi, Ziraat intègre un marché bancaire algérien dynamique, nous l'avons dit, composé de 20 établissements bancaires agréés, dont 7 banques publiques, 13 banques privées à capitaux étrangers. Selon le rapport annuel 2023 de la Banque d'Algérie, le secteur a connu une amélioration de sa rentabilité avec une hausse de 15,7% du résultat net avant impôt et un ratio rendement des actifs, ROA, en progression de 1,5%. Est-ce qu'on assiste enfin à une réelle dynamique dans ce secteur, et que peut-elle tout simplement apporter à l'économie nationale? Il y a une dynamique de secteurs qui sont en train de
de tirer vers le haut le secteur financier en général. Il y a la bourse, on en parlait. Et donc il y a d'autres solutions qui ont intégré le marché. Et puis il y a, sur le plan réglementaire, il y a eu des choses, des évolutions. Reste que cette amorce réelle qu'on attend, qui est dans les textes de loi. Donc nous attendons que sur le terrain, qu'il y ait, en termes de régulation, les portes qui vont s'ouvrir réellement. Alors parce que nous, quand on parle en tant que professionnels, entre guillemets, c'est pas d'exiger la dérégulation. Donc on parle de Zeraati Bankassi qui va apporter beaucoup de choses, mais je disais tout à l'heure, il faut talonner ce genre de... ça veut dire qu'il faut améliorer la supervision bancaire. Si on décide demain d'ouvrir et de rentrer dans un marché qui va apporter des opportunités, mais très certainement d'autres types de risques. Et encore une fois... Donc il va falloir appréhender ce type Exactement. de la risque. Régulation bancaire, c'est très sensible. Et moi, j'ai appris quelque chose dans ce domaine-là. La régulation bancaire, ce n'est pas compter les morts. C'est éviter d'arriver à des catastrophes. D'accord ? Donc, il faut améliorer la supervision en termes de modernisation. On parle des PSP, on parle de beaucoup de choses. Les textes, bon, il y a eu certaines tentatives de textes qui ne sont pas très réalistes par rapport au contexte international. On demande à des PSP des capitaux très élevés, on demande ce genre de choses. Il y a de l'adaptation qui doit se faire. Encore une fois, il faut s'adapter, mais il faut être ouvert aux opportunités parce que c'est bloquant. Nous avons des banques internationales en Algérie depuis très longtemps et donc qui ont leur hub régional en Algérie, qui ont fait des efforts, mais elle est où l'innovation financière? Donc il faut, je parle de régulation et non pas de loi, il faut que ça suive en termes de capacité de supervision, c'est-à-dire il ne faut pas oublier ça, mais aussi en termes de ouvrir l'opportunité pour les solutions financières en Algérie. Parce que du côté du législateur, rappelons-le, Idriss Sassi, l'Algérie revoit justement la loi sur la monnaie et le crédit pour rattraper peut-être des wagons qu'on a laissé filer. Qui est clair, ça veut dire la volonté politique, le législateur et donc la volonté politique, elle est très claire. On parle de banque d'affaires, de société de paiement, etc. Maintenant, cette architecture qui est spéciale à l'Algérie très certainement, elle doit se mettre en place sur les plans techniques, de supervision, mais aussi d'opportunités et bien sûr, ce genre de souffle, ce genre d'environnement, je dis de l'avant-gardiste, va très certainement apporter quelque chose, mais il faut avoir une stratégie de ce que nous attendons de nos partenaires. C'est très bien de ramener l'anticipation, donc. Exactement, c'est très bien de ramener des investisseurs dans tous les domaines, mais il faut que nous soyons prêts à prendre tout le potentiel de cet investisseur chez vous, mais aussi d'être capable de le talonner. Parce que l'environnement international aujourd'hui, il n'est pas très sûr, attention. Donc il faut être capable de recevoir ce genre d'investissement. Merci Idriss Sassi. Abordons à présent, mesdames, messieurs, le deuxième thème retenu dans les pros de l'écho ce soir. Il s'agit de l'ouverture du capital des banques publiques algériennes via leur introduction en bourse après le CPA. La BDL a donc franchi le pas. Selman Swidi, je rappelle que vous êtes donc directeur des études de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour commencer, comment se déroule une opération d'introduction en bourse d'une banque d'envergure, tout de même comme celle de la BDL? L'introduction, ce n'est pas spécifique à une banque. L'introduction, c'est tout ce qui est corporatif ou autre. Donc, nous avons le même schéma, le même process pour toutes les institutions. Le premier élément, c'est l'intention. Parce que vous savez, aller en bourse, moi je préfère dire aller se financer sur le marché financier, c'est déjà une intention. C'est déjà un calcul économique à faire. C'est déjà une façon de lever des fonds. Ça, c'est très important de le signaler au départ. Donc le premier élément, c'est l'intention. Deuxième élément, c'est l'autorisation. Dans le cas des deux banques publiques, il y a eu l'autorisation du conseil de participation de l'État. Pour, par exemple, une entreprise, ça peut être le conseil d'administration. Donc, il y a une autorisation. Après, il y a le premier contact avec la commission qui est premier acteur ou le premier vis-à-vis par rapport à l'émetteur. Donc, nous avons nos procédures et ces procédures consistent à demander à l'émetteur de préparer un ensemble de documents sous forme d'une notice d'information, c'est l'élément clé.
L'élément c'est leur argumentaire de vente, c'est l'historique, c'est son marché, il y a beaucoup d'éléments, et pas uniquement des éléments financiers, c'est des éléments financiers, mais aussi une projection future sur les parts de marché, sur l'évolution des différents agrégats financiers, etc. Donc, une fois que ce travail est fait, ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut durer 2 ans, ça dépend de la grandeur de l'entité. Après, il faut signaler aussi qu'il y a des services techniques de la commission, mais aussi il y a le collège qui siège pour prendre la décision finale. Et la décision finale, c'est le visa de la commission. Oui. Le visa de la commission, c'est une autorisation d'émission. Et il faut rappeler aussi que ce n'est pas une incitation à l'achat. Oui. On n'incite personne à acheter. On rappelle à chaque fois que acheter des valeurs mobilières, c'est aussi prendre un risque. Donc, il nous faut des investisseurs avertis qui prennent un risque. Ils savent qu'en bourse, on peut avoir une plus-value de cession, comme on peut avoir une moins-value. Oui. On n'est pas toujours sûr de gagner. Exactement. Donc, c'est un marché. C'est un marché. Avant tout. C'est un marché, et c'est un marché où l'élément risque y est. Oui. Donc, à partir de là, il y a déjà, on a donné notre visa, il y a l'ouverture d'un marché qu'on appelle le marché primaire. C'est le marché de la souscription. Oui. Sa durée, en général, c'est 1 mois. L'émetteur peut proroger éventuellement cette période. Et après, on a un second marché. C'est pour ça que moi, j'aime pas parler de bourse, je parle de marché, où il y a 2 compartiments. Il y a la souscription, le neuf, il y a aussi, après, la cotation du titre. Donc, il y a une vie après la souscription. Et c'est une vie, excuse-moi du terme, une vie éternelle, éternelle du titre. Donc, il y a le titre, il va vivre sur un second marché. Et c'est ça qui crée la dynamique des marchés, c'est justement les transactions qui vont se faire sur la bourse. La phase de la souscription, Salman Souidi, en ce qui concerne la BDL, s'achèvera le 13 février 2025. Un peu plus, c'est 1 mois, c'est du 20 au 20. C'est du 20 au 20, très bien, donc jusqu'au 20 février. Mesdames et messieurs, si vous voulez justement acheter des actions de la BDL, Salman Souidi, 44,2 millions de nouvelles actions pour souscription ont été émises. Les actions mises en vente représentent, je l'avais dit tantôt, 30% du capital de la banque. Où en est-on actuellement par rapport à cette opération? Et peut-on savoir combien de souscripteurs ont déjà répondu à l'appel de la BDL, si jamais on peut communiquer ces chiffres? À 15 jours de souscription, on est très satisfait de l'opération. Oui. Moi, personnellement, moi, je suis satisfait de l'engouement populaire. Ça, c'est très important. On l'a déjà remarqué dans le cadre de l'opération CPA. Il y a le grand public qui a souscrit massivement. Et aussi, on l'a dupliqué pour BDL. Donc, on va pratiquement fermer le segment A qui est destiné aux personnes physiques. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça donne déjà, ça nous donne une idée sur l'attractivité du titre. Il faut savoir aussi qu'on attend toujours les institutionnels, les corporations. Et vous savez, les avertis attendent, prennent du temps parce que effectivement, on comprend bien que le temps, c'est de l'argent. Oui. Et ils vont désinvestir d'un moment à l'autre pour placer sur un autre produit qui est l'action BDL. Donc, on attend toujours. On a encore du temps. Et moi, je suis très optimiste par rapport à ça. Moi, je crois qu'on va être dans une situation de sursouscription par rapport au titre. Sursouscription. Sursouscription, on l'a eu déjà pour l'opération BDL. Oui. Ouais, donc, je souhaite dupliquer le même schéma. Très bien, Idriss Sassi, nouveau actionnaire minoritaire de la BDL ou pas encore? Pas encore. J'ai été sur la première opération. Et puis, rapidement, ça reste des opérations très intéressantes parce que le portefeuille bancaire, c'est très demandé, c'est très sûr. Après, s'il y a des institutionnels, personnellement, ça serait... Il vaut mieux que ça soit du retail, à mon avis, parce que public dans public, ça change pas beaucoup de choses. Et puis, j'espère qu'il va y avoir de bons intermédiaires qui vont dynamiser la bourse, parce que des souscriptions aussi rapides sur le court terme, ça risque de provoquer un problème de liquidité. Si on veut de la liquidité pour vendre, on aura trop de produits, bref. Donc ça, c'est le rôle des intermédiaires. En fait, lui, c'est les régulateurs. J'espère que dans l'avenir, il va y avoir des régulateurs, des intermédiaires efficaces. Alors, les intermédiaires dans cette action, c'est des banques publiques.
C'est les banques publiques. Exactement. C'est une banque privée. Oui. Il y a des sociétés commerciales qui sont autorisées aujourd'hui à avoir l'habilitation et d'agir comme intermédiaire en opération de bourse. Pour juste rebondir, aujourd'hui, au niveau de la COSOB, on a une panoplie de mécanismes d'animation sur le marché secondaire. Effectivement, qu'acheter un titre, c'est aussi le souci de ne pas être liquide. Ça, je comprends. Moi, j'achète un titre, un papier, et demain, je veux le revendre, il n'y a pas preneur, ou je veux acheter, il n'y a pas vendeur. Ça peut poser un grand problème pour moi. Mais lorsqu'on ne peut être que rassurant, lorsqu'on met sur place une panoplie que l'émetteur va utiliser pour dynamiser son titre. Oui. Donc, il y a des opérations de market maker, il y a des opérations de rachat de titres. Donc, nous avons une panoplie. Mais je crois que les émetteurs commencent à comprendre l'utilité du marché secondaire et un marché financier, pas uniquement lever des fonds. C'est lever des fonds et accompagner son titre tout au long de sa vie au niveau de la bourse. Idriss Sassi, pour rester sur ce qui est encourageant, quels sont les avantages liés à ce type d'opération en ce qui concerne l'économie nationale et est-ce que cette opération va renforcer la crédibilité des banques? Ah ben oui, c'est un très très bon filtre, c'est un très très bon exercice pour l'amélioration de l'efficacité, parce que il y a des exigences de transparence, et puis il y a un marché qui va pousser à une certaine performance. Donc ça va apporter, en termes de management, du nouveau dans l'institution concernée. En d'autres termes, est-ce que c'est sortir de sa zone de confort que d'aller Définitivement. Oui, parce qu'on exige de la transparence. Donc il va y avoir des publications, il va y avoir de accountability. C'est-à-dire, derrière, le management va être confronté à des obligations de résultats. Mais encore une fois, il faut parler de la banque rapidement. Nos banques, elles ont besoin de capitalisation. Moi, personnellement, je rêverais que la capitalisation se ferait en devises et non pas en dinars. Peut-être dans l'avenir, s'ouvrir à des capitalisations en devises pour que ça soit bénéfique réellement, etc. Ce n'est pas un jeu fermé, même si en termes de gestion des risques, cette mise en bourse, c'est bien pour l'économie nationale parce qu'on était à 82% de financement public, donc ça désamorce un peu les risques systémiques, on va dire, rapidement. Ça redistribue. Ça redistribue exactement en termes de risques, mais surtout, je verrais, pourquoi pas, pour nos banques par exemple, non pas que des opérations de capitalisation, mais nous avons aussi besoin de gestion. C'est des contrats de gestion. Pourquoi pas? C'est pas que l'apport de l'argent, mais de gestion. C'est quoi un contrat de gestion? On parlait de Zeraati Benkassi qui va venir et qui va rapporter son networking, ses clients, ses fonds, ses entrées dans les plateformes. Donc, vous avez des contrats de gestion. On veut avoir des banques publiques qui s'internationalisent. Nous sommes partis au Sahel. Donc, l'internationalisation peut se faire via ce genre de partenariat. Ça veut dire j'ai un partenariat, non pas que pour la capitalisation, mais pour me rapporter des clients, me rapporter des solutions techniques et m'ouvrir des perspectives vers l'étranger. Donc, aujourd'hui, on pense à la modernisation en allant vers des mécanismes d'offres financières et de diversification. J'espère qu'elle sera plus tard internationale, c'est-à-dire en devise, et pourquoi pas aller vers une internationalisation en termes de gestion. Même question peut-être ou réaction, Selbin Suidi, sur les avantages de ce type d'opération concernant l'économie nationale et est-ce qu'une banque qui va en bourse sort de sa zone de confort en quelque sorte? On commence par l'aspect macroéconomique. À l'échelle économique ou macroéconomique, c'est déjà la diversification des sources de financement. En Algérie, depuis pratiquement l'indépendance, on a été sur une économie d'endettement où la banque prend en charge toutes les opérations de crédit. Aujourd'hui, on propose le marché... Sachant que, entre parenthèses, dans le cas de la BDL, c'est une banque connue pour investir beaucoup dans le marché national. Absolument. Pour la BDL a fait une transformation de la BDL intermédiaire qui nous aide à aller collecter des ordres sur le marché à la BDL émetteur ou émettrice. Donc à partir de là, ça va déjà donner une autre vision dans la levée de fonds. Aujourd'hui, un opérateur économique a le choix d'aller voir son banquier pour lever des fonds ou venir ouvrir son capital ou l'augmenter. Donc il y a déjà cette diversification qui est très importante. Déjà, la crédibilité. La bourse le marché est un club très sélect. L'accès n'est pas facile.
ont mis sur et la COSOB est là pour justement faire respecter la réglementation et sauvegarder les intérêts des épargnants. Ça, c'est une chose très importante. Et on ne peut sauvegarder les intérêts des épargnants si on ne suit pas une réglementation qui, elle-même, sauvegarde ses intérêts. Donc, à partir de là, à l'échelle macroéconomique, ça va diversifier la source de financement, c'est très important. Pour la banque, ça va lui donner une autre crédibilité, une autre vision. Demain, peut-être avec plusieurs opérations des IPO successives, ça va changer même le mode de fonctionnement de la bourse parce que elle va devenir plus transparente. Il y a l'obligation d'information financière, il y a l'obligation permanente d'informer les actionnaires, il y a la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires qui va être plus élargie. Donc, on aura une banque qui est ouverte sur ses actionnaires déjà et du coup ouverte sur le monde. Très bien, merci Selman Souidi. Idriss Sassi, l'inclusion financière en Algérie, dans tout cela, on remarque un certain engouement par rapport à cette inclusion financière qui nous tend les bras. Par quel côté peut-être l'aborder alors que les choses s'accélèrent? Brièvement, si vous le voulez bien. Alors, les solutions technologiques, c'est le chemin le plus direct. On dit c'est l'avantage du dernier arrivant, c'est-à-dire on bénéficie des dernières solutions et ça va plus vite. Mais encore une fois, il faut être capable, sur le plan de la régulation, de suivre tout cela. Les textes, on parlait de la volonté politique, PSP, tout ça, ils sont là. Régulation, il faut suivre. Il faut suivre, non pas ouvrir son calcul, mais être capable de superviser tout ça et d'accompagner cette volonté. Et donc ça, c'est ce qui apporte la solution. Après, je suis un citoyen, j'étais banquier, je remarque des choses sur le marché. On avait signalé des choses qu'il fallait faire attention à la conformité, ce genre de choses. Et ça vient, c'est normal, c'est des périodes qu'on passe dans une économie. Il faut de la formation. Nous n'avons pas de front office aujourd'hui dans nos banques. Les gens ne savent pas ce que c'est que la conformité. Les gens appliquent, il y a une sorte de psychose, entre guillemets, sur le sujet de la conformité, parce qu'il y a le GAFI, parce que ceci, cela, et les gens refusent d'ouvrir des comptes à des clients. Ça, c'est une situation actuelle, au jour d'aujourd'hui. Il faut accompagner les opérateurs, c'est-à-dire les banquiers, les former, les informer, c'est quoi l'intention de ce système et elle est où votre responsabilité et votre rôle. Et le rôle du régulateur dans tout cela. Il faut déverrouiller pour permettre aux Algériens d'accéder aux services financiers. Très rapidement, Selman Souidi, le rôle de la bourse dans l'inclusion financière aujourd'hui en Algérie? Déjà, l'inclusion financière, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire aussi des pouvoirs publics. La COSOB met sa pierre à l'édifice en mettant en place des programmes d'éducation financière. On a tellement besoin, on a remarqué aussi qu'il y a énormément de défaillances en termes d'information sur les produits qui sont proposés au niveau de la bourse. Donc à notre niveau, on essaye. On a déjà commencé à mettre en place des programmes qui sont destinés à à une population très large, en commençant par les enfants qui ont une relation inconnue par rapport à l'argent. Donc un effort à faire en matière de pédagogie, absolument, on fait de la pédagogie enfantine et on va aller crescendo pour arriver un peu à notre rôle. Selman Souidi, directeur des études à la COSOB, merci infiniment Idriss Sassi, expert maison en économie et finance, sans oublier Zeki Güvercin, président du Forum international turc de l'investissement et de l'éducation. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au Pro de l'écho, à la semaine prochaine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.